Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info alors que vont avoir lieu l'examen et le vote du budget primitif de l'État. Le président du Conseil national nous reçoit en cette fin de mandature. Christophe Steiner, bonjour. Bonjour Vanessa. Alors Monsieur le Président, nous allons consacrer toute cette première partie au budget primitif. Dans quel état d'esprit est le Conseil national aujourd'hui? Dans le même état d'esprit qu'à chaque budget. C'est-à-dire il va y avoir des idées qui vont être avancées par les uns, des idées qui vont être avancées par les autres. Nous avons déjà eu les réunions de travail pour pouvoir débroussailler, dirais-je, l'examen de ce budget. Et après, il reste bien sûr l'examen en séance publique où chacun pourra s'en donner à cœur joie, vu la période particulière dans laquelle nous nous trouvons, qui sont les élections nationales qui auront lieu au mois de février de l'année prochaine. Donc finalement, quels sont les principaux enjeux de ce budget primitif? Cette année, le budget est consacré surtout sur la modernisation de l'administration. Alors je sais que c'est un mot qu'on entend depuis des années, mais là, le ministre d'État et le gouvernement princier, sur les instructions du prince, a voulu donner surtout une impulsion au niveau de la modernisation du matériel informatique, des moyens électroniques du gouvernement, afin de répondre un peu à ce que nous souhaitions depuis plusieurs années, c'est-à-dire arriver à une Smart City. Alors le chemin sera long, mais je pense qu'on va quand même y arriver. Il y a également aussi un projet qui nous tient à cœur et je pense qu'il sera très bien pour la principauté, c'est arriver à mettre en place une comptabilité analytique pour pouvoir bien comprendre où vont les flux, qui demandent des investissements lourds, mais qui sont nécessaires. Passons à présent au travail des élus. Beaucoup de projets de loi ont été votés, qui représentent notamment des avancées pour la principauté. Si on regarde un peu dans ce qui a été voté sur les dernières années, ou même sur la législature, disons que les plus importants vont certainement être, vu les événements, la loi sur la sécurité nationale. Donc vous savez que la loi a été souvent décriée, tout le monde s'est dit ça y est, on va m'écouter. Je vais être épié, je vais être sous le microscope des forces occultes de l'étoile noire. Non, ce n'est pas le cas. Je veux dire pourquoi? Parce que la plupart des gens mettent déjà toutes leurs informations d'eux-mêmes sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, ça ne change rien de ce côté-là. Enfin, ça permettra vraiment au gouvernement de travailler avec le pays voisin et les autres pays européens afin de pouvoir lutter efficacement contre les menaces terroristes qui pourraient nous atteindre. Alors, durant ces 5 ans de mandature, quels sont les 3 textes à retenir? Je pense justement, comme vous l'avez dit, comme vous l'avez demandé, il y a la loi sur la sécurité nationale, la loi sur l'environnement, qui était à l'étude depuis 10 ans. Je vous rappelle que c'était un texte qui avait été à l'origine rédigé avec l'aide de Corinne Lepage, me semble-t-il. Le texte, si vous voulez, a un peu de retard à l'heure actuelle, mais il fallait absolument que ce texte soit passé parce qu'il répond aux besoins de la principauté, à la politique du prince et aussi, je pense, à la conscience collective qui est en train de se mettre en place, que ce soit à Monaco ou dans le monde, qu'à un moment donné, il faut dire assez est assez et essayer de préserver l'environnement qui, je vous le rappelle, nous permet de vivre et permettra à nos enfants de vivre sainement. Si on regarde, si vous voulez, le nombre de maladies qui se développent, qui sont liées directement ou indirectement à la pollution, que ce soit au niveau de la circulation des pesticides et autres, je pense qu'une prise de conscience mondiale, nationale, et c'est bien que la principauté soit présente et se fasse entendre, s'exprime. Monsieur le Président, un mot peut-être sur le projet qui concerne l'extension en mer? Tout à fait, c'est un des textes fondamentaux qui a été voté au cours de cette législature. Si on reprend les 3 textes, évidemment, il est inclus dedans, et c'est le 3e. L'important, c'est l'extension de la principauté. 200 hectares, nous sommes un pays pacifiste, et comme l'avait rappelé lors du rapport de ce projet de loi le président de la commission des finances, Marc Burini, je crois qu'on est un des seuls pays au monde qui s'est agrandi sans conquête militaire, dirais-je. Donc là, c'est quand même aussi une pierre qui est, je ne vais pas dire lancée dans la mer, mais je veux dire c'est une pierre qui permettra d'agrandir le territoire et de se projeter dans l'avenir. Monsieur le Président, nous allons nous interrompre quelques instants pour découvrir la vie parlementaire et rejoindre les différents présidents de commission. Et nous nous retrouvons d'ici quelques minutes pour la suite et la fin de cette interview.
Le 3 novembre dernier, l'hémicycle du Conseil national a accueilli un concert hommage au compositeur monégasque Louis Abiat, en présence du prince Albert II. Cela a permis de mettre à l'honneur le répertoire de cet auteur et violoncelliste du XXe siècle, qui fut également le premier directeur de l'Académie de musique Régnier III. Le concert a été donné par Frédéric Audibert, soliste de renommée internationale, Benjamin Laurent, pianiste, et Anastasia Laurent, violoniste. Ces deux derniers sont d'ailleurs d'anciens élèves de l'Académie de musique. Samantha Cazbonne, députée française de la 5e circonscription des Français de l'étranger, est venue découvrir le Conseil national. Quelques mois après son élection, elle a en effet souhaité aller à la rencontre des représentations nationales au sein des 4 pays définis par son mandat et dont fait partie Monaco. Elle a été accueillie par le président du Conseil national, Christophe Stener. Les discussions ont notamment porté sur les récentes réformes entreprises par la France, sur l'actualité européenne et sur les négociations en cours entre Monaco et l'Union européenne. Dans le cadre d'un enseignement pratique interdisciplinaire portant sur la présentation et le fonctionnement des institutions monégasques, des élèves de 4e du collège Charles III ont été reçus au Conseil national par le président de la Commission de l'éducation et de la jeunesse, Christophe Robineau. Les élèves avaient préparé des questions qu'ils ont pu poser à l'élu et ainsi enrichir leurs connaissances en matière d'éducation civique et histoire de Monaco. Ils étaient, eux, un peu plus âgés. Les élèves du CIFE, le Centre international de formation européenne, sont venus en voisin de Nice pour découvrir eux aussi le système de fonctionnement du Conseil national. Thierry Poyet, président de la Commission des intérêts sociaux et des affaires diverses, leur a présenté les institutions de la principauté et les mécanismes de fonctionnement du travail législatif et de la vie parlementaire monégasque. Nous avons rejoint à présent le petit hémicycle, cette fois-ci lieu habituellement réservé aux commissions, là où le travail des textes est réalisé en amont. Le Conseil national nous ouvre exceptionnellement ses portes avec, tout d'abord à mes côtés, Marc Burini. Bonjour. Bonjour Vanessa. Vous êtes le rapporteur du projet de loi concernant la fixation du budget primitif de l'État, un budget toujours excédentaire cette année. Absolument, depuis d'ailleurs la 4e année consécutive. Mais il faut dire aussi que le budget étant une hypothèse, il faut préciser que depuis 2002, en réalité, le budget est excédentaire. Alors quels sont les chiffres significatifs ? Avec 1,217 milliard de recettes et 1,214 milliard de dépenses, on a un excédent de 3 millions d'euros qui nous est présenté cette année. Parmi les chiffres peut-être les plus significatifs, il faut signaler au niveau des recettes 600 millions d'euros au niveau de la TVA, vous voyez, qui représente à peu près la moitié des recettes du budget de l'État. Au niveau des dépenses, les grands axes sont 560 millions d'euros pour les dépenses de fonctionnement. À noter que cette année, 51 postes supplémentaires sont budgétés, dont 16 pour la modernisation de l'outil informatique du gouvernement. Au niveau des dépenses d'intervention, qui se montent à 282 millions d'euros, il faut signaler la poursuite de la politique de l'environnement et de l'aide au développement. Enfin, et bien sûr, 375 millions d'euros au titre de nos dépenses d'investissement. Je vous rappelle aussi qu'on vote le triennal qui est de 5,8 milliards d'euros. Ce sont des travaux qui vont s'étaler sur plusieurs années en principauté, parmi lesquels 2,4 milliards d'euros jusqu'en 2020 qui constituent des crédits d'engagement. Nous arrivons au terme de cette mandature. Marc Burini, vous m'arrêtez si je me trompe, 200 heures environ de travail par budget. Quel regard portez-vous sur justement ce travail qui est effectué sur ce budget de l'État ? C'est effectivement dit comme ça, beaucoup de travail, mais vous savez que l'article 38 de la Constitution énonce que le budget national exprime la politique économique et financière de la principauté. Donc c'est un rendez-vous qui permet à tous les élus et gouvernements de en fait discuter pendant de nombreuses heures de tous les aspects économiques, sociétaux de la principauté. En fait, j'ai envie de dire que le budget n'est pas une loi comme les autres, Et en fait, depuis 5 ans, justement, on a essayé, la Commission des finances, d'améliorer
les outils qui servent de support au travail budgétaire. Et puis une innovation aussi depuis 5 ans. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était une hypothèse et on a une étude de la clôture budgétaire pour voir le réel aussi, ce qui me semble très important. Un mot peut-être sur le travail justement réalisé par la Commission des finances au cours de ces 5 dernières années. Bien, comme on l'a dit, le travail, c'est 10 budgets, des 5 budgets primitifs, 5 budgets rectificatifs. Ça a été aussi 7 lois de désaffectation. Puis j'aimerais parler rapidement aussi de 3 projets de loi, de 3 lois qui sont issus de propositions de loi de la Commission des finances. Le premier, c'est la création et l'encadrement d'une nouvelle activité économique à Monaco, le Multifamily Office. Deuxième, c'est la création du bail à usage de bureau qui assure une sécurité juridique aux bailleurs pendant 5 ans. Et puis enfin, beaucoup plus technique, beaucoup plus austère, la loi encadrant les reports de crédit qui permet aussi un meilleur contrôle de notre Assemblée sur nos dépenses publiques. Thierry Poirier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Commission des intérêts sociaux et des affaires diverses. Quel bilan pouvez-vous dresser aujourd'hui à ces 5 ans de mandature ? Effectivement, c'est la fin du mandat, mais c'est 5 belles années. Beaucoup de réalisations sur le domaine législatif, beaucoup de textes votés par la Commission, un bon travail qui a été fait. Après, en dehors de la dimension législative, il y a aussi tout ce qui est à côté, tout ce qui est cadre de vie, tout ce qui est discussion budgétaire, tout ce qui est grands projets comme la circulation, où là, effectivement, il y a encore des choses à faire, mais il y aura toujours des choses à faire. Et je pense qu'effectivement, on a fait un bon bout de chemin, en tout cas depuis le début du mandat. Alors justement, votre commission a eu en charge de moderniser le marché du travail et de réguler certaines pratiques. Quel regard portez-vous sur ce travail accompli ici même en commission ? Eh bien, pour ma part, très positif encore une fois. Certainement grâce aussi à l'aide du gouvernement, puisque les interventions des 2 conseillers respectifs sur les affaires sociales, M. Valéry et M. Gamerdinger, ont été prédominants sur cette partie-là. Il faut quand même se souvenir qu'on a travaillé sur la partie télétravail en particulier, qui est quand même aussi, en tout cas, quelque chose qui est fort pour le devenir de Monaco, en tout cas on l'espère tous. Mais on a aussi des choses comme une proposition de loi, par exemple, sur le travail de nuit, où effectivement, entrer une disposition particulière qui n'était pas encore prévue dans le droit du travail à Monaco, c'est quelque chose d'important. Tout ce travail a toujours été fait en collaboration avec les représentations salariales, patronales. Je pense que c'est l'ambiance qui a été là tout au long du mandat, avec des discussions ouvertes, sans clivage des uns des autres. Tout le monde a eu la liberté de s'exprimer librement. Et je pense que c'est ce qui fait la richesse des textes qui sont arrivés au bout, qui ont été soumis au vote des élus et donc qui ont été approuvés. La Commission des intérêts sociaux et des affaires diverses a également produit plusieurs textes concernant le social et la santé. Quelles sont les principales avancées ? C'est effectivement l'autre pendant, travail, santé. Sur la partie santé, là aussi, beaucoup de choses, ou sur une dimension sociale. Par exemple, pour moi, la loi sur le handicap, dans ces 2 volets, que ce soit le côté social, que ce soit le côté bâti, c'est vraiment aussi un point essentiel. Mais après, on peut citer très logiquement le consentement à l'acte médical, l'art dentaire, qui était aussi la création d'un ordre des dentistes et qui était en souffrance depuis très longtemps au Conseil national. Donc on a sorti tous ces textes-là et je pense qu'on a contribué à notre manière, en tout cas, à faire avancer ces différents dossiers. Souhaitez-vous dire un mot sur les 2 propositions de loi dont vous êtes à l'initiative ? Alors effectivement, je viens de déposer 2 propositions de loi. La première qui concerne la mairie, la commune. Vous le savez sans doute, j'ai participé à l'élaboration de la loi sur l'autonomie communale, mais quand j'étais du côté de la mairie. Et il m'a semblé aussi, pour en avoir discuté avec les gens de la commune, pour participer à différentes réunions, qu'il y avait lieu de préciser des modalités de partage d'informations entre l'État, entre le gouvernement et la commune de notre côté, pour arriver à justifier le calcul de la dotation forfaitaire de fonctionnement. C'est un texte purement technique. Il n'y a pas d'ambition politique, c'est juste pour préciser quelques notions qui étaient à mon avis essentielles pour faire que la loi s'applique bien. Ce n'est absolument pas revenir sur le grand discours politique qui est derrière, mais c'est justement d'apporter cette petite précision. Ça, c'est la première proposition. Deuxième proposition complètement différente sur le blockchain. Là, c'est un sujet purement technologique, c'est de l'économie numérique.
Ce texte est, j'ai envie de dire, compliqué parce que la structure même du blockchain est quelque chose de relativement compliqué, mais c'est pour avoir une grande ambition pour Monaco. Je pense que Monaco aujourd'hui, sur cette technologie-là, peut être en avant-garde, peut jouer un rôle de tout premier plan au niveau mondial, et ça peut être aussi la possibilité pour Monaco d'avoir une nouvelle activité économique qui peut se placer à Monaco, qui est complètement compatible avec toutes les valeurs que porte Monaco sur la transparence, sur l'éthique, sur aussi la très haute valeur ajoutée des métiers que l'on veut apporter. Et on est en plein dans ce domaine-là. C'est un sujet important, il faut être en avance. Et vous savez que dans l'économie numérique, le temps est quelque chose de très précieux et qui va très vite. J'espère en tout cas que Monaco pourra saisir cette opportunité. J'ai à mes côtés Jean-Charles Alavena, président de la Commission des Relations Extérieures. Bonjour. Bonjour Anissa. Dans un premier temps, peut-on dresser un bilan de ces 5 ans de mandature ? Rapidement, oui. On a découvert ce qu'était le fonctionnement du Conseil national en tant que nouvel élu. Moi, au niveau de la Commission des Relations Extérieures, je dirais 2 ou 3 choses marquantes. La première, et vous vous en souvenez, la campagne précédente a été marquée par toutes les histoires avec le Conseil de l'Europe, la saisine de la Commission de Venise. Au-delà de cet épiphénomène, on a trouvé une procédure de post-suivi qui était bloquée. Et donc, premier travail de la délégation que j'ai présidée, notamment avec Bernard Pasquier, a été ce travail sur la sortie de la procédure de suivi. Un nouveau rapporteur a été nommé, le gouvernement s'est beaucoup impliqué et on a réussi cette mission-là à peu près 2 ans après notre élection. Voilà, point 1. Second point, il est un peu plus interne au fonctionnement et dans la relation gouvernement-Conseil national. On va citer l'article 13, l'article 14 de la Constitution qui disent que quand le gouvernement veut ratifier un traité international, s'il a des conséquences budgétaires ou législatives, il doit les soumettre au Conseil national. Voilà. Le grand jeu, je dirais, de Michel Roger et des gouvernements précédents était d'expliquer pourquoi on ne saisissait pas le Conseil national. On a beaucoup insisté pour corriger ce tir et désormais, de manière à peu près systématique, lorsqu'il y a matière à saisir, on est saisi et on a des textes de ratification à voter. Et à peu près une fois par an, le conseiller de gouvernement, Gilles Tonelli, vient en commission des relations extérieures nous expliquer sur quoi il est en train de travailler et ce qu'on peut s'attendre à voir arriver sur notre bureau. Voilà, je crois que c'est une grande marque de respect du Conseil qui s'est établi. Et puis une dernière chose, moi je voudrais saluer l'implication des élus au niveau des participations internationales. Dans tous ces organismes dont le Conseil national est membre, donc j'ai cité la PCE, Bernard Pasquier, Béatrice Fresco, Christian Barilaro ont fait beaucoup de choses à Strasbourg, Eric Helena derrière moi, mais aussi au niveau de l'UIP, au niveau de l'OSCE, au niveau de l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée. Et là, 2 représentants qui se sont partagés beaucoup de choses, Alain Ficini d'un côté et ma vice-présidente Nathalie Moratti-Blanc aussi, très présent. Je pense que c'est important qu'on voyage, pas pour le plaisir de voyager, mais pour expliquer ce qu'est Monaco à nos collègues et on se rend compte qu'il y a matière. Quels sont les textes les plus importants votés par votre commission ? Nos textes, ils sont de nature un petit peu différente des autres commissions. Dans l'essentiel, où je viens de citer l'article 13, l'article 14 de la Constitution, on relève que ce sont essentiellement des lois de ratification, des lois d'autorisation de ratification de conventions internationales, qui après donnent souvent lieu à d'autres textes traités par d'autres commissions. Alors, je ne sais pas si je vais tout placer dans l'ordre chronologique. De mémoire, on a dû voter d'abord la ratification de la Convention cybercriminalité contre les crimes technologiques, qui après a permis à la Commission de législation de produire d'autres textes. On a voté l'accord de ratification de la COP21, l'accord de Paris. On a voté l'accord de ratification des modifications de la Convention de sécurité sociale France-Monaco qui ont permis de déboucher sur les textes du télétravail. Et puis on a voté, je crois que ce sont les derniers, les accords de ratification sur les échanges automatiques d'informations, donc avec l'OCDE, avec l'Union européenne, qui là ont permis au gouvernement, à la Commission des finances, d'aborder ces questions-là et de mettre en œuvre les mécanismes d'échange. Vous avez été également en fin de mandat président de la commission loi électorale. Peut-on en savoir plus ? Oui, 2 mots. Cette commission, elle a d'abord été présidée par Jacques Ritt dans les 3 premières années de notre mandature. Et Jacques a fait essentiellement avec la commission le travail de refonte, le gros travail de refonte du règlement intérieur,
qui datait et qu'on a réussi à mettre à niveau, à mettre à jour. On fonctionne beaucoup mieux. C'est encore perfectible, on n'a pas eu le temps de se repencher sur le règlement intérieur, mais on laisse à nos successeurs un règlement bien mis à jour. Dans les 2 années, 2 textes importants ont été votés. Le dernier, dont on va voir les effets d'application dans la campagne qui s'ouvre, c'est ce texte sur le financement des campagnes électorales, inspiré par le Gréco, visant à plus de transparence, visant au plafonnement des dépenses, visant à la traçabilité des recettes, à la limitation des dons. Je crois que c'est un très bon texte. On n'était pas d'accord avec le gouvernement sur beaucoup de choses. Les élus ont été forts, ils ont tenu et ils ont obtenu à peu près exactement le texte qu'ils voulaient, donc qui a été voté à la rentrée de septembre pour application immédiate. Et je cite la proposition de loi qui avait été déposée par la minorité Union Monégasque au mois de décembre dernier sur les questions d'incompatibilité, d'inéligibilité au Conseil, qu'on a améliorée, qu'on a votée au mois de juin et dont on vient de lire que le ministre d'État entendait la transformer en projet de loi dans les mois à venir. Donc ceci est bien. Moi, j'ai un regret, puisque la commission porte ce nom, c'est qu'on n'ait pas eu le temps de travailler sur la loi électorale elle-même. C'était un de nos engagements de campagne. On se rend compte que 5 ans, c'est pas si long que ça. Et en plus, c'est un sujet qu'on ne peut pas aborder très tard dans la mandature. Donc, on laisse ce chantier à nos successeurs. Il est important que la loi électorale soit modifiée. On verra ce qu'ils en font. Jean-Michel Cuqui, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la commission du logement. Toujours. Et vous êtes donc à l'initiative d'une proposition de loi concernant l'acquisition de la nationalité. Quels sont les principaux enjeux de ce texte ? Alors voilà, il faut que je vous explique un peu. Comme vous savez, la dernière modification sur la transmission de la nationalité a permis d'instaurer l'égalité homme-femme, puisque avant la loi actuelle, seuls les hommes pouvaient transmettre la nationalité par mariage. Donc la loi actuelle permet aux hommes et aux femmes de transmettre la nationalité par mariage, ce qui est évidemment une très bonne chose, avec un délai de 10 ans. La loi actuelle donc permet ceci et a permis de corriger un des défauts de la loi, de la loi précédente, outre évidemment l'absence d'égalité homme-femme, qui était une disproportion entre le nombre de femmes monégasques et le nombre d'hommes monégasques, ce qui est logique puisque seuls les hommes pouvaient transmettre la nationalité par mariage. Ceci a été corrigé et des rencontres que nous avons eues avec l'INSEE, parce que j'avais demandé de pouvoir rencontrer l'INSEE suite au dernier résultat du recensement pour faire un peu le point, parce que vous savez que j'ai toujours estimé que la problématique du logement ne pouvait pas se résoudre sur une législature et qu'il fallait avoir une vision à 10, 20, 30 ans. Donc les derniers résultats de l'INSEE ont prouvé que cette loi actuelle, en ce qui concerne le rééquilibrage homme-femme, marchait très bien. Par contre, l'INSEE a démontré de manière indiscutable, les chiffres sont les chiffres, que d'ici une génération, le nombre de monégasques, si on ne modifiait pas la possibilité d'obtenir la nationalité, allait devenir incompatible avec la possibilité de proposer des logements domaniaux aux nationaux. Donc il a fallu un peu réfléchir. Alors pourquoi ? D'abord parce que nous sommes une des populations du monde qui avons l'espérance de vie la plus élevée, et tant mieux, on ne va pas se plaindre. Deuxièmement parce que par contre, ou plutôt contrairement à d'autres pays européens, nous avons un taux de natalité qui se maintient, donc ces 2 facteurs entrants, et puis parce que voilà, donc il y a l'évolution normale de la population. Donc la seule solution pour essayer d'adapter l'évolution de la population aux possibilités de logement est d'agir sur un des facteurs qui est la transmission de la nationalité par mariage. Et donc ma proposition de loi, qui peut paraître en effet un peu extrême, est de supprimer pour les hommes et pour les femmes, donc il n'y aura plus de, on maintient l'égalité, la possibilité de transmission de la nationalité. Alors, je peux comprendre que cela soit choquant, mais moi je suis quelqu'un de pragmatique, je sais prendre mes responsabilités, et j'estime qu'il faut pouvoir proposer aux Monégasques de les loger, de continuer à pouvoir les loger dans une génération. Donc voilà, donc le but de cette proposition est de faire prendre conscience aux gens de la problématique du logement et de la problématique du logement sur les 35 prochaines années. Quel est votre constat sur la situation actuelle du logement et notamment l'évolution sur ces 5 dernières années ? Alors mon constat, il ne peut pas être très optimiste. Nous sommes dans une situation de pénurie qui, malgré les efforts que j'ai essayé de faire et de convaincre le gouvernement de faire, ne s'est pas résolue, en particulier parce que les jardins d'Apolline n'ont pas amélioré la situation, mais parce que
si vous voulez résoudre le problème du logement, il faut prévoir au moins 1 ou 2 mandatures à l'avance. C'est-à-dire, fin 2008, on était arrivé à une solution d'équilibre. Il ne fallait pas s'arrêter, il fallait continuer. Et malheureusement, le gouvernement et une partie des élus n'ont pas été convaincus du fait que l'urgence est maintenue, même si elle n'est pas visible. Je pense donc que la prochaine mandature aura un dossier brûlant sur les bras, qui est celui du logement. Pour moi, l'autre dossier brûlant est celui de l'Europe. Donc les 2 dossiers de la prochaine mandature seront le logement et l'Europe. Et je ne doute pas que mes compatriotes feront le bon choix pour les élections. Natalia Moratti-Blanc, bonjour. Bonjour Vanessa. Vous êtes la présidente de la Commission des droits de la femme et de la famille. Quel regard portez-vous sur ce travail accompli à ce jour ? Alors, la Commission des droits de la femme et de la famille est une commission particulière qui permet de faire avancer des idées et des textes tout au long des commissions, je veux dire, donc pour garder le contact avec son temps. Garder le contact, ça veut dire quoi ? Ça veut dire en fait réfléchir à l'avenir de la femme, à l'avenir de la famille. Ce qui est important, c'est de se pencher sur les inégalités entre les hommes et les femmes. Les inégalités bien évidemment salariales et toute la discrimination qui est faite envers les femmes et envers les filles également. Voilà. Il faut protéger nos enfants et sécuriser les femmes parce qu'aujourd'hui, il y a encore trop de violence envers les femmes, surtout à Monaco, et on l'oublie. Alors, je suis fière du travail accompli durant ces 2 ans par l'ouverture d'esprit dont ont fait preuve tous les membres de la commission et qui ont pu laisser les considérations politiciennes à la porte. J'ai tâché, durant cette seconde partie du mandat, de travailler de façon efficace, sans aucune médiatisation personnelle. Peut-on citer quelques textes finalement qui représentent une avancée aujourd'hui pour la principauté ? Alors, il y a eu 2 textes qui ont été adoptés. La proposition de loi relative à la sauvegarde de justice, aux mandataires de protection future et à l'exercice de mandataire judiciaire. Ce texte a été transformé en projet de loi par le gouvernement et malheureusement, nous attendons toujours la réponse du gouvernement. Malgré 4 relances depuis le mois de mars, et j'espère qu'on arrivera, à voter ce projet de loi, avant la fin de cette mandature. La consécration de la sauvegarde de justice ainsi que l'encadrement de l'exercice de mandataire judiciaire sont très attendus par tous les professionnels depuis de nombreuses années. En outre, la création d'un mandat de protection future permettra à une personne d'anticiper sur son incapacité future et à permettre de protéger ses intérêts et ceux également de ses enfants à l'occasion d'un décès. Il y a également la proposition de loi relative au contrat de vie commune. Alors, le gouvernement nous a déjà fait part de sa volonté de transformer ce texte en projet de loi. Alors, l'échéance est à fin avril 2018, donc il ne faudra pas trop attendre. Sans interférer, bien évidemment, avec l'institution du mariage, il est important de proposer un pacte à la monégasque, ce qui permet de faire du partenaire lié à un monégasque une personne prioritaire en matière d'emploi, mais également de logement. La question des droits sociaux devra bien évidemment être abordée et sera d'une importance capitale concernant ce texte. Alors il y a d'autres textes qui sont à l'étude également. Le projet de loi 920 modifiant le code civil relatif à l'adoption et le projet de loi aussi 965 dont nous venons de commencer l'étude et qui est relatif à l'aide à la famille monégasque. Une liste de questions a été envoyée au gouvernement et nous attendons les réponses pour continuer. Daniel Boéry, bonjour. Bonjour Vanessa. Vous êtes le président de la Commission de la culture et du patrimoine. Quel regard portez-vous sur le bilan de cette mandature en matière culturelle ? Bien, comme tout bilan, il y a des points positifs et des points négatifs. Et donc je vais parler d'abord des points positifs. D'abord, évidemment, il y a la loi sur la préservation et la valorisation du patrimoine national. Ça a été un grand travail qui a été réalisé avec une quarantaine d'experts et de sachants, ce qui nous a permis à la Commission d'intégrer ce qu'était la préservation et la valorisation du patrimoine, premièrement. Et évidemment, c'est un sujet compliqué car il y a ce qui se voit et ce qui ne se voit pas. Le matériel, l'immatériel et l'immobilier. Et donc, quand on détruit l'immobilier, il y a l'émotion qui
qui s'empare des gens et ça fait un peu peur. En réalité, nous avons une loi modérée et moderne qui tient compte de l'étroitesse du territoire. Et pour cela, nous avons créé 2 organismes, qui est le Conseil du patrimoine et l'Institut du patrimoine. Le Conseil du patrimoine vise à proposer au gouvernement des orientations en matière patrimoniale et évidemment publier en fin d'année son travail et surtout le respect de son travail par le gouvernement, et l'Institut du patrimoine, qui est la cheville ouvrière professionnelle qui fera les inventaires de l'ensemble du patrimoine. Ces 2 outils vont nous permettre vraiment d'avoir une navigation plus tranquille. Et ce n'est pas par hasard que je parle de navigation, car au fond, avec le patrimoine, nous sommes au Cap Horn. La rencontre de l'océan Pacifique et de l'océan Atlantique. Pourquoi? Parce qu'il y a les tenants de l'histoire, comme dit Hannah Arendt, qui veulent avancer, et les tenants de la modernité qui veulent leur barrer la route. Et donc, il y a effectivement de l'agitation chaque fois qu'on parle du patrimoine. Un mot peut-être sur la Nuit Blanche qui a connu un franc succès? Alors, évidemment, mais vous venez de dire le mot qu'il ne faut pas prononcer. La Nuit Blanche, qui a eu entre 3 000 et 5 000 personnes, lancée dans des conditions exceptionnelles, parce qu'on a eu finalement 5 mois pour la monter, a amené un public nouveau à Monaco, et surtout un public formidable. La Villa Saubert, on a dû la fermer pour faute d'affluence. 1400 personnes dans la nuit. L'auditorium, l'orchestre philharmonique, la musique contemporaine et la projection ont été aussi 1000 personnes, un grand succès. Aujourd'hui, la Nuit Blanche, qui est connue dans plein de capitales européennes, amène du monde, un monde différent à Monaco et en transverse. C'est ça peut-être son défaut, il n'y a pas de pilote dans l'avion et c'est que le gouvernement, donc il raye d'un trait de manche ce qui ne lui convient pas pour des raisons que j'ignore. Alors, la conclusion, c'est, si vous voulez, ce sage chinois qui conseille à son empereur, il y a des siècles, ne fais pas la guerre, car elle, pour détruire un pays, car elle, effectivement, coûtera du temps et surtout beaucoup de vies humaines. À la place, coupe-leur la culture et dans 20 ans, tu auras des ingénus et des candides et le pays sera détruit. Un peu excessif, mais réaliste. Jean-Louis Grinda, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Commission de l'environnement et du cadre de vie. Vous avez souhaité, à ce titre, faire aboutir le Code de l'environnement. Quelle a été finalement votre posture tout au long de cette étude ? Eh bien, l'étude a été très longue, puisqu'elle a commencé bien avant ma prise de fonction à la présidence de la Commission. Le texte date d'il y a 9 ans, quasiment 10. Le travail de la Commission depuis 2013 a été de reprendre de A à Z l'intégralité du texte pour bien le comprendre dans toutes ses composantes et de dialoguer avec le gouvernement pour arriver à élaborer une stratégie qui permette son vote au bout de quelques années. Alors il y a eu pas mal de soucis, notamment en ce qui concerne les compétences du ministre d'État, qui ne peut pas avoir de compétences liées, mais en même temps nous souhaitions, nous, avoir des certitudes quant aux ordonnances d'application. Cela a provoqué pas mal d'allers-retours, de navettes, on dit, entre la Haute Assemblée et le gouvernement, mais nous y sommes arrivés. Il y a eu également l'histoire de la taxe carbone que, dans sa globalité, à l'unanimité, la Commission a refusé. Nous ne souhaitions pas pénaliser les monégasques et les résidents avec une taxe dont le but unique était de renflouer les caisses de l'État. Par contre, nous ne sommes pas fermés, et nous n'étions pas, et nous ne le sommes toujours pas d'ailleurs, à tout ce qui peut favoriser la transition écologique, qui est véritablement le grand sujet des 10 prochaines années. C'est pour ça que la Commission a souhaité intégrer ce concept même de transition écologique dans le texte. Comme ce texte était très ancien, plus de 10 ans bien évidemment, la notion même n'existait pas encore, ou alors elle n'était pas développée comme elle l'est aujourd'hui. Alors, le temps d'attente, finalement, a été une chance pour le rendre, ce texte, encore plus actuel. En quelques mots, pensez-vous finalement que ce texte produira des effets sur la qualité de vie en principauté ? Oui, ce que nous avons voulu faire, c'est un texte avant tout utile aux Monégasques, utile aux résidents et utile au gouvernement et à tous les acteurs de la société civile. Plusieurs aspects, bien évidemment. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est la cartographie sonore de la principauté qui est inscrite dans ce texte et qui permettra à tout moment
de faire connaître à la population les difficultés qu'il peut y avoir dans les nuisances sonores dans tel ou tel quartier, les prévenir pour que les gens puissent prendre éventuellement leurs précautions, voire surveiller mieux pour ceux qui souhaiteraient accidentellement ou pas dépasser le niveau habituel des nuisances sonores tolérées. Ça, c'est un point très important pour nous, pour le gouvernement aussi, je sais, et pour la commission que je présidais, c'était d'avoir une bonne communication des informations et un libre accès à toutes ces informations. Les moyens informatiques d'aujourd'hui le permettent et cette communication doit pouvoir être accessible à tout moment. C'est un des points très favorables de ce texte. Merci pour cet éclairage et je vous propose à présent de découvrir les expressions libres. Madame, Messieurs, chers compatriotes, la fin de ce mandat particulier approche à grands pas. En tant que président du groupe d'élus Nouvelle Majorité, je voudrais ici remercier celles et ceux qui, par leur travail, ont permis à cette dernière partie de mandat de présenter un bilan législatif très valable, pour ne pas dire plus qu'honorable. Pour cela, je voudrais avant tout remercier le président Christophe Steiner et rappeler, en ces temps politiquement agités, quelques faits et quelques vérités. Si nous avons pris la responsabilité de faire remplacer le président sortant, c'est parce que ces méthodes avaient fait leurs preuves. Le dossier de l'extension en mer, bâclé par manque de force et de conviction face au gouvernement. Le logement des Monégasques, pareil. Les lois de désaffectation, aucune contrepartie pour les Monégasques. Si le groupe Nouvelle Majorité a vu le jour avec un nouveau président pour le Conseil national, c'est parce que la méthode Horizon commençait par une crise à l'été dans les médias, puis nous a menés systématiquement à nous coucher devant le gouvernement à l'automne. L'horizon proposé avec cette méthode conduit surtout à la position horizontale. Or, être un partenaire institutionnel, c'est discuter sans rapport de domination. Le pas vers l'autre ne peut s'organiser qu'entre un gouvernement à l'écoute, ouvert et non condescendant, et une haute assemblée, forte et unie, pour obtenir des garanties, des contreparties et des avancées concrètes pour les Monégasques. Alors, je suis fier que ce groupe ait vu le jour et que le travail législatif du Conseil national présente ce bilan aujourd'hui, avec de nombreux projets de loi votés et de nombreuses propositions de loi déposées. Je suis à titre personnel fier d'avoir servi mes compatriotes et d'avoir donné le meilleur de moi-même pendant ces 5 ans, sans jamais dévier de ma feuille de route. Je remercie mes collègues, ils se reconnaîtront. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et une campagne électorale sereine et respectueuse autant que possible. A se revede. Chers compatriotes, le groupe Horizon Monaco reste vigilant au sujet des dépenses engagées par l'État. Les futurs projets doivent être étudiés en amont afin de vraiment définir leur utilité et leur viabilité. Ils doivent être accompagnés d'une véritable étude d'impact. Un grand projet comme celui de la rénovation du stade, qui impactera de manière conséquente le budget de l'État, doit être accompagné d'un plan de retombées économiques. Nous devons connaître son futur potentiel commercial. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Horizon Monaco comprend la nécessité d'effectuer une rénovation de ce stade vieillissant, mais souhaite, avant de se prononcer sur cette ligne budgétaire, obtenir de plus amples informations sur l'équilibre économique de ce projet. Que dire du projet du télécabine ? Horizon Monaco est plus que sceptique quant à sa réalisation, un investissement trop cher qui défigurait notre entrée de ville pour une efficacité à notre avis toute relative. Ne nous lançons pas dans des projets pharaoniques sans savoir où nous allons. En un mot, il est souhaitable que le gouvernement présente à la Haute Assemblée des projets plus précis, plus aboutis. Les élus Horizon Monaco sont pour le moins étonnés du début des travaux de construction d'un parking de 150 places au Portier. Nous ne contestons pas l'intérêt d'un tel projet, entre autres en raison de l'aménagement des surfaces dédiées aux restaurants. Mais le commencement des travaux avant même que la ligne budgétaire correspondante ne soit votée est une fois de plus peu respectueux de nos principes institutionnels. En revanche, je n'accepterai pas que soit enterré le projet du parking des Spéluques. Horizon Monaco l'a de nombreuses fois répété, ce parking représentait la contrepartie d'une loi de désaffectation et semblait, malgré la soulte, être plus avantageux pour l'État. Je conclurai avec la préservation et l'amélioration de notre qualité de vie en principauté. À cette fin, nous demandons la mise en place d'un phasage précis de toutes les opérations publiques et privées. Nous ne cessons de le répéter depuis de nombreux mois. Ce phasage est la seule solution pour équilibrer croissance économique et sérénité des compatriotes.
Le gouvernement maîtrise le processus de A à Z, il doit l'imposer de toute urgence. Je vous remercie. Mes chers compatriotes, dans ces grandes lignes, le budget primitif 2018 est en équilibre et varie très peu par rapport au budget rectificatif 2017. Les dépenses et les recettes sont stables, à environ 1,2 milliard d'euros. Comme à son habitude, le gouvernement est conservateur quant aux estimations des recettes. Concernant les investissements, on peut noter une augmentation substantielle des dépenses, celles liées à la sécurité nationale et à la sécurité numérique, ainsi qu'à la mise en œuvre du système informatique de l'administration. Nous soutenons bien évidemment ces investissements. Concernant le stade, on note une inscription de 18 millions pour les grands travaux, le coût total du projet de réhabilitation passant de 50 à 240 millions d'euros. Nous pensons qu'une réflexion globale sur le futur stade et ses 8 hectares d'emprise au sol est nécessaire avant de se lancer dans de tels investissements. Nous déplorons qu'une fois de plus, que les dépenses et les recettes d'opérations publiques financées par des ventes de mètres carrés ne figurent pas au budget, ni au FRC d'ailleurs, l'exemple le plus frappant étant celui de Testimonio 2. Nous déplorons aussi que le document budgétaire ne permette pas de connaître les dépenses au nouveau CHPG, puisque seule une provision de 45 millions d'euros apparaît au budget, sans qu'il soit possible de connaître le montant des dépenses engagées jusqu'à présent. Ce n'est pas normal de laisser ainsi les conseillers nationaux et les monégasques dans l'ignorance. Le coût total du nouveau CHPG est passé de 760 à 786 millions d'euros. Enfin, comme à son habitude, le gouvernement n'inscrit pas au budget les sommes nécessaires aux acquisitions immobilières destinées à créer le foncier des futures opérations domaniales. On peut en déduire que, comme par le passé, il financera en 2018 ces acquisitions par le biais du FRC, quitte à les racheter en fin d'année si la situation budgétaire le permet. Cette pratique est tout simplement inconstitutionnelle et nous ne l'admettons pas. Monsieur le Président, nous allons reprendre cet entretien. Place à présent aux différents bilans. 2013, 2018, quel regard portez-vous sur ces 5 ans, notamment avec ce changement historique de président en cours de mandature? Disons qu'on a écrit une petite page d'histoire du Conseil national. C'est un fait marquant, certes, que je regrette, mais je crois qu'à un moment donné, il a fallu procéder à ce changement. Baisse du taux CHC, projet du Larvoto. Quel bilan finalement législatif pouvez-vous dresser aujourd'hui? Énorme, énorme. Et ça, c'est comme je vous l'ai dit, et je ne le redirai jamais assez, c'est dû à chaque fois au travail qui a été fait durant les commissions, au permanent. Alors je ne peux pas les citer tous, mais mon cœur est avec eux parce que vraiment, ils ont été extraordinaires, ainsi que les élus, qui ont étudié en donnant leur temps, parfois sur leur vie privée, même souvent, pour pouvoir faire avancer tous ces textes de loi qui sont fondamentaux pour la principauté. Alors, comme je vous dis, je ne vais pas les énumérer tous, parce que sinon on n'en sortirait pas. Disons que nos successeurs, si nous finissons, quand nous aurons fini le budget, je pense qu'il ne restera que 7 textes à l'étude dans l'ensemble des commissions. Donc il y a encore des propositions de loi qui sont parties au gouvernement, qui vont être examinées très prochainement sans doute, qui vont partir chez le gouvernement. Nous attendons des retours sur d'autres propositions de loi qui ont été votées, notamment sur le droit au compte, je pense qu'il est assez important pour nos compatriotes et pour les gens de Monaco. Monsieur le Président, nous arrivons au terme de cette émission et au terme de cette mandature. Vous souhaitez aujourd'hui vous retirer de la vie politique. Finalement, que retenez-vous de toutes ces années passées ici au sein du Conseil national? Écoutez, ça a été 15 ans de Conseil national, 20 ans de politique. Je crois qu'à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. C'était fort intéressant, j'ai vu toute l'évolution. J'ai eu cette chance de passer simple élu, d'être dans l'opposition à un moment donné, de passer à la majorité, de devenir président du Conseil national. Donc j'ai vu toutes les facettes du rôle du conseiller national, si vous voulez. Ce qui est intéressant, enfin ce qui est important, c'est toujours aborder le poste, que ce soit celui de conseiller national, celui de président de commission, de vice-président ou de
président du Conseil national avec humilité. Je veux dire, on n'a pas la science infuse, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Je veux dire, on fait des programmes, on tire des plans sur la comète. Mais ça, c'est une chose que j'ai apprise lors de ma première élection. C'est que quoi que vous planifiez, il y a toujours un événement qui arrive et qui fait que ça ne tient jamais la route. Vous savez, c'est un peu comme le disent les soldats. Vous faites des plans de bataille et puis après, il y a l'action et les plans que vous avez faits ne correspondent pas vraiment à la réalité du moment. Donc, il faut toujours savoir s'adapter. Après, je me suis fait des amis de qualité. Je me suis fait aussi pas mal d'ennemis de moins bonne qualité. Mais c'est quand même des grands moments. Et puis je ne voudrais pas partir sans souhaiter à tous nos compatriotes de joyeuses fêtes de Noël et le début de bonnes fêtes de fin d'année. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de nous avoir accordé ce dernier entretien. Merci. Et je vous rappelle que les 12, 14, 19 et 21 décembre auront lieu l'examen et le vote du budget primitif de l'État, à suivre en direct et en intégralité sur Monaco Info. Merci de nous avoir suivis.